Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter différents aspects liés au modèle de Django, puisque les modèles de Django sont vraiment au cœur d'une application web et d'une application Django en particulier, qu'on fasse en site ou une API. Dans les deux cas, nous avons un modèle, et si ce modèle est bien formé, finalement, on va avoir une application qui sera relativement facile à travailler, ou alors avec un modèle bancal, ce sera tout le contraire, on aura parfois du mal à faire ce qu'on veut. Donc on va effectivement voir ça. Mais au-delà du modèle, il y a certaines optimisations qu'on peut commencer à réfléchir en Django, quand on commence à comprendre comment fonctionne son ORM. En effet, si on n'y porte pas trop attention, au fur et à mesure qu'on va avancer avec l'utilisation de ces modèles, et si on monitore un petit peu les requêtes qui sont faites en base de données, on voit que globalement, en ORM a tendance à trop requêter. Et si on ne fait pas attention, en fait, on va arriver à des situations où notre code n'arrête pas de requêter la base de données, ce qui, sur une base individuelle en site qu'on va avoir en local et qu'on va tester seul, sans charge, ne va pas poser de problème. Mais petit à petit, si on le déploie sur un serveur et puis qu'on commence à avoir quelques visiteurs, quelques centaines de visiteurs, quelques milliers de visiteurs, etc., on va voir que la charge va monter très rapidement parce que éventuellement, pour une simple requête, parfois Django va faire plusieurs requêtes en base de données et en comprenant ce qui se passe lorsqu'on utilise l'ORM, on a la possibilité de rationaliser tout ça. Ça ne veut pas dire forcément toujours essayer d'optimiser pour avoir une requête en base de données, ça ne veut pas du tout dire ça, mais se rendre compte de ce qui est fait dans notre projet, ce qui est fait par Django sous le capot, parfois, peut nous aider à faire les choses un peu mieux. Alors, on va voir des choses simples, puis des choses éventuellement plus complexes, et on verra où on s'arrête, puisqu'on est là et on n'est que trois, finalement. Et c'est également la possibilité pour vous, si vous avez des questions, des incompris par rapport à l'ORM, de les poser. Voilà, on va également utiliser un fil conducteur qui est une page de la doc Django des topics. Alors je vais aller sur Django. De plus en plus, j'aime bien bosser avec la doc à portée de main. Ça permet également de découvrir ou de faire découvrir plutôt ce qu'il y a dans la doc. Donc on va aller dans la documentation. Et dans la documentation, il y a les topic guides. Et dans ces topic guides, est-ce que je vais le trouver directement là? Sauf erreur, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. On va pouvoir y venir. Et puis on peut le mettre en français comme en anglais. C'est absolument égal. Mais dans cette page, on trouve une sorte de visite guidée de tous les points d'attention qu'on pourrait avoir lorsqu'on utilise l'ORM de Django. Alors, pour travailler également, je vais, alors, si je retrouve ma souris, voilà, hop. Alors, tac, on va organiser ça sur plusieurs pages. Voilà, et puis pour le coup, ok. Alors on va commencer par installer Django de manière très simple et je vais en même temps installer des outils qui me permettront peut-être de travailler, comme un outil qui s'appelle Factory Boy. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce Factory Boy, donc Factory Boy, qui est un outil alors, qui est surtout utilisé pour les tests, pour fabriquer des fausses données, mais qui est également utile justement pour des situations de démo. Donc ici, Moi, j'ai une petite question, Thierry, par rapport à ça. Parce que oui. j'ai découvert l'existence de Factory Boy ce matin avec un échange avec Gaëtan. Et il Mm-hmm. l'utilise lui-même pour son projet. Et moi, j'avais en tête Faker. Est-ce que pour Django, c'est vraiment plus approprié d'utiliser la Factory Boy ou c'est égal? En fait, Factory Boy utilise aussi Faker.
Ok. Mais pas que. En fait, si tu veux, Faker, ça te sert à générer des données fictives, parfois aléatoires, parfois moins aléatoires. Et puis, Factory Boy va te permettre, et on le verra, de construire des instances de modèles Django. Okay, et puis, pour certains fields, pour certains champs des instances de tes modèles, tu vas utiliser Faker éventuellement pour donner une valeur aléatoire. Par exemple, dans ce contexte-là, donc tu utilises Faker. Ok. Mais tu l'utilises sous le capot, c'est-à-dire que Factory Boy lui-même déjà installe Faker et te le met à disposition. Donc c'est pas mutuellement exclusif. Et voilà. Donc Boy, donc Factory Boy. D'ailleurs, on va probablement pouvoir voir en fonction de ce qu'il installe. Hop, alors, comme toujours, installer sur Windows, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Alors, on va essayer de discuter ce qu'on va faire. Donc là, je vais créer un modèle ou reprendre un modèle que j'ai créé. Je pourrais vous donner le GitHub. Finalement, c'est un projet que j'ai fait pour la V2 du parcours DA Python. C'est l'API pour le projet 6 de la V2, où on a des films et où ces films sont en relation eux-mêmes avec directeurs et puis des acteurs et puis des pays, etc., via des relations de type simplement un à plusieurs avec des foreign keys ou plusieurs à plusieurs avec des many-to-many fields. Et ça permet un peu de voir comment on va s'organiser et comment on va pouvoir utiliser ces différents aspects. Voilà, ça avance. Hop, il faut espérant sur Windows, c'est la partie du locking qui prend toujours un petit peu de temps. J'espère que ça ne va pas en prendre trop. Voilà, alors on peut. Je ne vais pas commencer directement aller dans le détail. J'aurais dû faire mon installation de Django avant. Je m'excuse pour les quelques secondes d'attente, mais je vois que ça avance. On voit que Factory Boy est installé ou s'installe. Je voulais juste voir si on voyait le fait que Faker s'installe également. Mais il va donc s'installer normalement. Voilà. Ça me rappelle de jamais acheter un Windows, juste pour ce genre de choses. Peut-être que pendant ce temps-là, je peux en profiter pour Oui, si tu as des questions. avoir un peu plus de connaissances avec Factory Boy parce que je n'utilise ni l'un ni l'autre, ni Faker ni Factory Boy. Est-ce que c'est toujours utile de les utiliser pour créer de fausses données ou Alors, quand le projet est un peu plus gros? c'est surtout une facilité. Tu remarques que quand tu écris des tests, au début de tes tests, par exemple, si tu utilises les tests standards de Django, donc tu utilises la méthode setup, par exemple, et que dans cette méthode setup, tu vas peut-être créer des utilisateurs, alors je sais pas, par exemple, pour projet 8, peut-être créer des produits, par exemple, d'alimentation, etc., des faux produits, des fausses catégories, etc. Et tu feras probablement ça à la main. Donc, tu vas créer ton utilisateur, tu vas créer user.object.create, tu vas lui donner un username, tu vas lui donner, etc. Tu vas devoir réfléchir à donner à chaque fois ça. Et puis, peut-être que selon le contexte de ton programme, tu vas créer un deuxième utilisateur, puis un troisième, puis un quatrième, etc. si tu as besoin d'avoir plusieurs utilisateurs. OK? Et dans ce cas-là, c'est juste une question de gain de temps. Si tu dois créer 10 utilisateurs, ben, tu vas peut-être rentrer dans une boucle, tu vas faire un user.object.create dans une boucle où chaque utilisateur, tu vas l'appeler, je sais pas moi, user 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et finalement, ça va le faire, mais tu vas avoir du code à écrire pour ça. En fait, l'idée d'une factory, c'est qu'effectivement, j'ai une factory, je veux 3 utilisateurs, j'instancie
3 fois et j'ai 3 utilisateurs et les données à l'intérieur seront automatiquement générées. Donc, si je fais vraiment du développement piloté par les tests, si j'écris beaucoup de tests, de pouvoir générer rapidement des données, des fausses données, peut être quelque chose qui me fait gagner du temps. C'est ça, c'est uniquement gagner du temps. On peut tester sans Factory Boy. On peut aussi avoir la démarche où on utilise les fixtures de Django, c'est-à-dire on prend un vrai set de données, on exporte les fixtures avec de Python manage.py dump data. Et puis après, dans les tests, on peut réimporter ces fichiers de fixture qui vont partiellement remplir la base de données avec des fausses données. Malgré tout, il faut quand même le générer. Donc, il y a les deux approches, soit utiliser des données dans des fichiers de fixture, soit générer des données aléatoires avec un truc comme Factory Boy ou modèle Bakery. C'est deux projets qui ont des objectifs un petit peu similaires. Donc, les deux approches sont parfaitement viables. D'accord. Voilà, donc ici, on va activer notre environnement virtuel et puis générer notre nouveau projet Django. Alors, voilà, avec Django Admin. Start Project. Voilà, et puis on va profiter également de directement faire un Python, un manage.py, un start app. Je vais juste l'appeler webinaire comme pour mon autre webinaire. Et dans le settings, on va ajouter cette app-là. Hop, voilà. Alors, non, pas dans les middleware. Hop. Alors, on a webinar.apps.webinar config. Donc là, on est bon. À partir de là, on va dans Webinar aller dans nos modèles et puis commencer à créer quelques modèles. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais faire une sorte de version simplifiée dans site où j'aurai des films avec différentes données à côté. Donc ici, on va créer un modèle qui s'appelle Movie pour représenter un film. Pour l'instant, je me dépasse. Alors, autour de ces movies, je vais probablement avoir plusieurs choses. On pourrait avoir des directeurs, je sais pas, des producteurs ou des acteurs, etc. Alors que ce soit un producteur ou metteur en scène ou un acteur, finalement, c'est plus ou moins une personne pourrait être acteur dans un film, pourra être producteur dans un autre film. C'est typiquement le cas de certains acteurs comme Clint Eastwood et autres. Donc, à la limite, ce qu'on va créer, c'est uniquement un truc ici, contributeur, models.model. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore dans ces modèles. Alors, je pourrais imaginer le genre et le pays. Je ne vais pas en mettre plus. Classe, genre, models. Alors, le pays, bien qu'il existe également un projet qui s'appelle Django Countries, alors pays country, on va dire, qui permet d'avoir un country field éventuellement et de ne pas avoir besoin de créer un modèle indépendant dans lequel on va lister les différents pays qu'on veut supporter. Et puis éventuellement, par exemple, je sais pas, aussi le langage. Alors, je fais quelque chose de très normalisé. Bien sûr, on peut également, par exemple, imaginons le langage, si j'ai un set de
de langue que je veux ajouter, on pourrait se poser la question si je fais, par exemple, comme ça, du coup, language, ici, donc on aura la possibilité de soit faire une foreign key sur language, soit d'utiliser en choice. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ces choice sur un Carfield, par exemple. On va faire les deux options. Donc ici, language, par exemple, avec un on delete. Et puis, on delete models. Alors, réfléchissons. Si on décide d'effacer en langage ici, est-ce que j'efface le movie? Probablement, on va juste mettre en set nul, ce qui me fait mettre en nul et éventuellement égal true ici, etc. Ouais, donc voilà une possibilité de faire une relation entre un movie et langage. L'autre possibilité, j'ai vu que tu utilisais abondamment, Camille, ces possibilités-là, c'est d'éventuellement utiliser en choice. Donc de faire par exemple, alors je l'appelle langue simplement, on peut faire la même chose avec modèle sans Carfield. Alors ici, movie language. Et puis, pour le coup, max length sont autorisés par exemple 100. Et puis, du coup, je peux y aller avec des choix. Et puis, ces choix, aujourd'hui, depuis Django 3.1, on va plutôt utiliser ici, par exemple, movie language, donc créer une classe ici qui va hériter de models.textChoices, par exemple. Donc ça, ce serait la nouvelle manière de créer des choix depuis Django 3. Avant, on aurait fait une liste de tuples, par exemple. Et puis ici, on va mettre, je sais pas, français. Donc ici, fr égale. Et puis, même chose, fr. Et puis, éventuellement, quelque chose de descriptif comme français. Thierry, je peux en profiter pour poser une question sur les choices. Oui. En fait, je voulais savoir si je ne suis pas encore sûre de ma liste ici, par exemple, de langues, qui peut évoluer au fur et à mesure. Est-ce que ça reste pertinent d'utiliser choices? Alors, actuellement, il faudra que je regarde sur toutes les bases de données comment ce ils implantent les choix, les choices. Ça reste quelque chose qui est implémenté au niveau Python dans une grande partie. Donc, en base de données, ce qui va être stocké, c'est essentiellement la valeur qu'on a ici. D'accord. Donc maintenant, si je change les choses, effectivement, on aura quand même malgré tout le problème, c'est que si je veux renommer, par exemple, je les ai déjà inversés, c'est mal parti. Si je veux renommer un choix, finalement, on aura cette nécessité d'aller renommer tous les choix correspondants dans la base de données. Tandis que l'avantage d'une base normalisée qui utilise une foreign key, si j'ai une instance de language qui s'appelle français, puis je décide de mettre les langues en anglais, et de mettre French, donc, typiquement. Ici, j'aurais qu'à aller modifier l'instance de language qui correspond au français, modifier son nom, et finalement, tout ce qui pointe via une foreign key vers ce langage sera modifié de facto. Donc en fait, finalement, l'information est disponible à un endroit. Moi, ce qu'on m'a appris, et c'est vrai que j'ai tendance à sous-utiliser les choices pour ça, on m'a appris à toujours commencer ou de préférence commencer par normaliser sa base de données. C'est-à-dire que d'éviter
le plus possible d'avoir des duplications d'informations. Et ces duplications d'informations, c'est par exemple si je regarde tous les films que j'ai dans ma base de données, et que je regarde chaque fois la valeur de language, si je vois que j'ai français, 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 anglais, français, français, anglais, allemand, etc. Donc, chaque fois que j'aurai français, finalement, c'est une potentielle duplication. C'est-à-dire que les problématiques qui vont se poser, il y en a essentiellement deux ici, c'est que si je décide demain de plus mettre français mais French, alors je vais devoir modifier toutes les lignes qui correspondent à français en French, sans me tromper, parce que si je me trompe et que j'oublie dans ma requête d'en modifier une, j'aurai que du French, et puis j'aurai une ou deux encore français, et du coup, j'ai des langages, j'introduis en français et en French, plus ou moins là-dedans. Donc cette duplication d'informations peut être éventuellement problématique, même si Django nous aide à ce niveau-là, tandis que dans la version des foreign keys, l'avantage, c'est que l'information, le modèle relié, le related model, il n'existe qu'à un endroit. Donc, l'objet correspondant au français, il n'y en aura qu'un dans le modèle language. Et si je modifie son nom, tout ce qui pointe dessus via une foreign key sera automatiquement changé. Mais tout ça a également un coût. C'est-à-dire que derrière, tu dois soit faire des jointures, soit faire deux requêtes, une pour obtenir le movie, et une pour obtenir le langage. Et c'est ce qui va se passer avec Django. On peut regarder là, par exemple, que ici, si on a juste en movie, je mets pas de nom pour l'instant, et je mets language comme ça. Et ici, je mets simplement name, qui est un models.carfield. Et puis ici, movie, on va simplement un language. Language name. Et un max length de 200 ici, puis on le rend obligatoire et tout ça. Donc j'ai un langage. Maintenant, je crée. Alors on va juste également installer Django Extensions. Alors Django Extensions, pour expérimenter, a quelques aspects relativement pratiques et je vous le recommande en tout cas en développement. Webinar config, on va voir pourquoi. Juste maintenant. Alors, Django Extensions. Alors, Django Extensions va vous aider sur plusieurs aspects. Un de ces aspects-là, c'est qu'une fois que j'aurai fait un Python manage.py, on va faire un make migrations. Déjà, make migrations. Et puis un Python manage.py migrate. Ici, je travaille avec SQLite pour l'instant, je sais pas. Et maintenant, en Python manage.py shell pour aller s'amuser. Et puis, ce que va nous introduire Django Extensions, entre autres, c'est une commande qui s'appelle shell plus pour shell amélioré. Alors, une des premières choses que shell plus fait, c'est que quand on exécute ça, plutôt que je doive aller à la main importer tous mes modèles pour jouer avec mes modèles, Shell Plus va d'emblée importer tous mes modèles, et dont ici les modèles dans Webinar Models, import contributor, country, genre, etc. Donc tout est directement utilisable, ce qui me permet maintenant de faire un movie. Alors d'abord je vais créer un ou deux langages, donc ici language, create, name égale français, c'est par exemple, alors language.object, .create, il va afficher ça, et puis même ce qu'on peut voir également, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'on va
quitter ici, hop, et on va refaire même en print SQL. Voilà, alors maintenant, si je refais ça, on va juste voir, par exemple, movie.language.object all. Alors, d'une part, je vois que j'ai mon premier langage qui est là, mais également, je vois systématiquement le SQL qui est utilisé pour ça. Ça me fait penser à rajouter éventuellement, mais alors def, string ici, self, en return de self.name. Puis là, on va quand même dans ce movie-là mettre en name du movie. D'ailleurs, je peux directement copier ça. Mon title, alors, movie title. La string que tu mets en premier, c'est le verbose name, c'est ça? Ouais, voilà, c'est le verbose name. D'accord. Normalement, sur un vrai projet, ce qu'on peut faire également, c'est from Django, point utils, point translation. Ouais. Import et puis donc get text lazy as. On a souvent tendance à raccourcir justement un peu ce qui se passe. Pourquoi ça? Est-ce que j'ai passé en clavier allemand? Voilà. Normalement, le verbose name, on a également tendance à le préparer pour une éventuelle traduction future. Ça dépend de ce que vous comptez faire sur le moyen terme. Moi, j'ai l'habitude de plutôt coder en anglais et puis de l'ajouter par la suite. Mais c'est le verbose name, effectivement, qu'on retrouve. Alors là, je vais simplifier quand même le webinaire. Et ce que je recommande, c'est de mettre en verbose name sur tout ce qui n'est pas une foreign key. Donc voilà, j'ai juste rajouté un title. Donc je vais simplement quitter là, faire un bidon manage.pi. Alors ici, pour l'instant, hop, c'est pas un truc sur l'immigration. J'ai pas mis de default title. Donc je devrais normalement mettre en default que tout le monde ait un title et ensuite éventuellement modifier ça. Donc ici, je vais pour l'instant me simplifier l'immigration. Et je referai un webinaire sur l'immigration une fois. Donc ici, pas migrate, mais make migrations. Make migrations. Et puis Python. Migrate. Voilà. Donc on va refaire notre shell plus avec le print SQL et on va alors language.object .create et puis donc là vous avez bien compris la différence entre soit utiliser create plutôt que d'instancier langage de manière classique et faire en save après. Si jamais c'est nébuleux, n'hésitez pas à poser des questions. Donc ici, on va mettre French. Donc là, on voit l'avantage de Django, de Python Manage.py Shell Plus avec l'option -print-SQL et que vous voyez exactement ce qui se passe dans votre base de données. Alors le temps d'exécution, mais surtout exactement là. Bon là, on a fait un insert, donc on voit bien que l'insert a eu lieu. Moi, je vais encore language.object. Et ça vous permet petit à petit de gagner une sorte de feeling sur ce qui est fait en base et ce qui n'est pas fait. Alors, ici, English. OK. Désolée, et puis, Thierry. Oui, vas-y. Excuse-moi. C'est un peu nébuleux, en effet, sur la différence entre créer une instance et
et objects.create. Quelle est la différence entre les deux? Alors, si tu veux, language.object.create fait, si on regarde maintenant, ici j'ai juste fait ces deux instructions-là. Si je fais un language.object.all, je vois qu'ils sont les deux de ma base de données. OK? Maintenant, ici, si je fais un simplement name égale German, par exemple. OK? Ici. Donc, je fais ça, puis je refais un language.object.all. OK, bah, je vois qu'en base de données, j'ai toujours que French et English. Pourtant, ici, je n'avais pas fait de save, tandis que là, maintenant, je suis effectivement obligé de faire mon German.save. Donc, une fois que j'ai fait ça, on voit qu'à ce moment-là, au moment où je fais le save, d'ailleurs là, on voit que j'ai créé le truc, j'ai pas eu de SQL qui a été généré. Par contre, ici, quand je fais le save, c'est à ce moment-là que le SQL est généré. Si on compare, ici, language object create, il a directement généré le SQL qui t'a créé l'objet en base de données. Donc la différence essentielle ici, c'est que language.object.create va instancier l'objet et le sauvegarder en base de données directement en une instruction. Donc, j'ai pas besoin après de le récupérer et de faire un save après. Tandis que si je le crée directement par instanciation, je suis obligé de faire un save et c'est le save qui va déclencher la sauvegarde en base de données. Et c'est donc seulement après le save que j'ai vu que l'instruction a été réalisée et que maintenant, si nous allons faire un language, .object.all, nous avons bien nos trois langages qui sont en base de données. Donc, c'est assez important de savoir à quel moment je dois faire des saves et à quel moment sont déclenchés les choses. Alors, bien sûr, rien ne m'empêche de faire un save quand j'utilise Create. Tu vois beaucoup d'étudiants qui le font à ce niveau-là. C'est pas, ça va juste sauver rien du tout parce qu'il est déjà sauvé. Et puis, je récupère l'objet. Donc là, par exemple, imaginons qu'on avait récupéré cet objet-là en mettant une variable devant. Il est déjà sauvé. Alors, si je fais un save après, comme je n'ai pas apporté de modification, il n'y a probablement rien qui sera fait. Alors, essayons ça par exemple. Italian égale language.object.create name égale Italian, Spanish, etc. Voilà, on voit qu'à ce moment-là, il y a eu la génération de la requête, que ça a eu lieu. Et puis maintenant, si je fais un italian.save, on voit qu'il y a un update derrière, parce que Italian a déjà été créé. Donc, quand je fais un save sur un objet qui est créé, qui a déjà été créé, il y a un update qui va être fait. Et puis là, l'update, simplement de sauvegarder nouveau le nom italien pour mon objet. OK. Donc, si je fais un language.object.create et ensuite en save, dans les faits, il va y avoir deux requêtes qui vont être lancées à la base de données. Donc, si vous faites systématiquement ça, vous doublez le nombre de requêtes, ce qui peut avoir éventuellement des contraintes de performance à ce niveau-là, puisque, évidemment, si j'ai beaucoup de requêtes, du coup, j'en aurai encore 2 fois plus. D'accord, merci beaucoup. Donc, ça, c'est un premier élément. Thierry, vu que tu viens d'évoquer les questions d'optimisation et de requêtes en base de données, par exemple, l'utilisation du signal, c'est quelque chose qui, par défaut, tu recommanderais, tu découragerais les gens de l'utiliser ou ça dépend vraiment de l'usage? Alors, je dirais que ça dépend de l'usage, parce que pour certains trucs, c'est le bon outil. Ça te permet de, quelque part, de coupler certaines actions entre différents modèles. Ouais. Et donc, ça peut être une bonne idée.
je veux dire, en défaveur des signaux, c'est que ça crée pas du code spaghetti, mais du coup, quand on crée par exemple un movie, si j'associe un signal à la création du movie, par exemple, alors je n'ai pas forcément d'idée là comme ça a priori, on utilise fréquemment par exemple les signaux quand on crée un modèle utilisateur sur lequel on a ensuite associé éventuellement un modèle de profil, Ouais. et que chaque fois qu'on veut créer un utilisateur, on veut créer un profil. Par exemple, alors, cette situation ferait que soit on est conscient de ça, donc soit on n'est pas conscient. Alors, quand on crée le modèle utilisateur avec son profil, souvent, c'est la même personne qui le fait, donc on en est conscient. Maintenant, il se peut que quand une équipe travaille sur un projet, que tu ailles créer des signaux sur des modèles qui sont que d'autres ont créés. Et toi, tu ajoutes des signaux un petit peu pour différentes choses, enfin, des gestionnaires de signaux pour différentes choses, tu quittes la boîte, un autre va revenir, etc. Pour finir, on va trouver que quand on instancie un certain objet, il se trouve qu'il y a plein d'autres choses qui se passent parce qu'il y a des signaux un petit peu partout. Donc, globalement, ça crée du code qui est un petit peu moins facile à comprendre. Parce que du coup, quand tu fais une action, que je fais un movie.object.create, l'action que j'ai devant les yeux va me dire, OK, il y a un movie, il y a un film qui est créé, mais derrière, il y a tous les gestionnaires du signal création de movie qui vont être lancés et puis qui vont faire potentiellement d'autres choses sur le site. Si tu as la vision d'ensemble, donc si tu es dans ton équipe de développement, c'est pas trop un problème. Si tu as pas la vision d'ensemble, ça peut être problématique de savoir au bout d'un moment qu'est-ce qui crée des problèmes de performance. Et c'est un petit peu plus difficile de traquer des bugs dans ce contexte-là. Donc c'est plutôt quelque chose à utiliser avec parcimonie, ou alors en ayant bien documenté la chose. Si ici on peut s'en sortir vraiment par une bonne documentation de projet ou par, en tout cas trouver un moyen de rendre cette architecture claire, mais en abuser, c'est clairement pas une bonne idée. Ok, merci. Voilà, donc on va juste ici créer, par exemple, en movie. Ici, qu'est-ce que je vais mettre en movie, un point object, point create, et puis du coup, en title, je ne vais pas trop me fouler pour l'instant. Et puis ici, pour le coup, j'aurais besoin d'aller rajouter un langage. Et ça tombe bien, j'ai l'italien à portée de main. Italienne. Dans le language. Voilà, et puis je t'en crée un deuxième. .object, .create, title movie 2, et puis language. Alors, est-ce que j'avais créé encore, je crois, German, je l'avais créé comme ça. Yes. Donc voilà. Alors, on peut encore pour des raisons. Alors là, on voit que c'est pas super descriptif parce que j'ai pas mis de. Alors là c'est également l'utilité de string dans ce contexte. Alors, c'est également utile dans l'administration, mais ici, c'est surtout également utile parce qu'on voit que j'ai movie, je requête, j'ai l'objet movie, mais je vois pas vraiment de quoi il s'agit. Et ça, c'est la méthode string qui va vous dire à quoi correspond en fait ce film. Donc ici, on peut donner par exemple le nom, et puis entre parenthèses, on va mettre la langue dans laquelle il est. Alors ici, self.title, et ici, self.language.
.name. Ok, donc ce qui fait, peut-être que je ne vais pas tout de suite mettre le langage, on va en discuter justement pour des questions d'optimisation ici. Donc je sauve. Ici, normalement, je n'ai pas besoin de créer les migrations pour juste une méthode. D'ailleurs, on peut regarder que Python manage.py make migrations ne devrait rien avoir à faire ici. Et du coup, Python manage.py int SQL. Voilà, donc on va maintenant, on a un movie et on va essayer simplement, on va d'abord regarder movies égale movie.object.all. Donc là, j'ai un certain nombre de movies. Donc quand je fais ça, donc movie objects.all, il me balance cette requête-là. OK. Donc ici, j'ai juste simplement j'ai affiché le movie. Alors déjà, première chose, la question c'est est-ce que vous savez pourquoi ici je n'ai pas eu de requête? Donc ici, on voit, j'ai fait movie object all. Et dans cette première ligne, j'ai pas de code SQL qui s'est ajouté et qui s'est affiché dessous. Par contre, quand j'ai écrit movies ici, j'ai du SQL qui s'est affiché. Tu dirais donc par déduction que quand tu fais un point all, il prépare la requête, mais quand tu accèdes à la variable, il exécute la requête avec le code SQL. Exactement. Donc il y a un découplage entre la création dans Keryset, Ouais. donc ça c'est ce qu'on appelle en Keryset, et la requête qui est exécutée. Par exemple, ici, je vois qu'on a deux movies. Ça veut dire que si on accède plusieurs fois à la variable movies, systématiquement, il requête la base de données? Alors maintenant, on peut essayer de voir ça. Et alors là, il semble qu'il dit qu'il prétend qu'il le fait. En tout cas, il donne la requête SQL, mais en fait, il le fait pas. Ouais, le temps d'exécution est moindre. On voit que là, le temps d'exécution, il est légèrement moins grand que là, enfin même significativement moins grand. Qu'est-ce qui se passe en fait? Deux choses. Alors, ici, quand on va requêter quelque chose, alors que ce soit en point all ou point filter, c'est pareil, il va préparer le Keryset. Le Keryset, c'est un objet qui représente une future requête en base de données. Mais cet objet, je peux encore le travailler. Je pourrais, alors là j'ai fait des movies avant, mais donc je pourrais maintenant dire, je sais pas, j'ai mis quoi? Anglais, j'ai mis allemand. Alors German movies, alors German movies. Plutôt que de relancer une requête complète movie.object.filter cette fois, puis je pourrais mettre language language name égale German, quelque chose comme ça. Je peux reprendre en Keryset existant, donc movies, ici, ce Keryset là, et le chaîner avec mon filter et aller lui demander maintenant de filtrer encore plus language underscore name. Et puis ici, on va lui demander de garder que les films qui sont en allemand. Et puis, on a les German movies. On voit une nouvelle fois que ici, je n'ai rien qui s'est passé. Ici, si je tente de l'afficher, en fait, German movies, quand je fais ça dans l'interpréteur Python, c'est comme si je faisais un repr
de ça. Donc, en fait, on va appeler la méthode repr du query set, underscore, underscore, repr, underscore, underscore, du query set. Et ça, c'est une action qui déclenche la requête. Donc, c'est une action qui va déclencher la requête. Je n'ai pas besoin de mettre ce repr ici. Je suis dans l'interpréteur de commande, donc quand je fais ça, la requête a lieu. Et on peut essayer de comparer ça avec un movie.object.filter. Qu'est-ce que j'ai dit? Language, underscore, underscore, name, égale German. Et ici, hop, on a un temps qui n'est pas beaucoup plus grand, il est même plutôt un petit peu plus petit ici. Alors, maintenant, on va essayer de regarder quand est-ce que sont exécutées les choses. Alors ici, ici, on a créé le query set. Ici, le fait qu'on fasse un affichage, qu'on appelle la méthode repr, la requête est exécutée. On le voit ici, la requête est exécutée avec un temps, et puis on obtient les movies. Maintenant, je raffiche une deuxième fois movies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mise en cache. C'est qu'ici, il fait une première fois la requête réellement en base de données, et ici, la deuxième fois, il ne la fait pas réellement en base de données. Si je demande plusieurs fois movies, etc., il a déjà les données, donc il ne va pas refaire les données. Il ne va pas redemander les données. Par contre, ici, on voit également qu'il n'a pas toutes les données. C'est-à-dire que maintenant, si on récupère le premier movie, first movie, égale movies, et puis on va prendre notre premier movies. Donc là, il relance une requête, mais cette requête, il ne la récupère pas en base de données, il la récupère à partir du cache, pour l'instant. Puisqu'il a déjà fait une requête ici, il va détecter, là il prépare la requête, mais puisque j'ai déjà fait en movie.object.all, que je l'ai stocké dans movie, et puis maintenant j'accède au 0 de movie, il va simplement aller récupérer le premier élément du movies qu'il a dans le cache, et sans faire un appel à la base de données. Et en particulier maintenant, on voit que si j'accède ici à movie, first movie, language, ici, on voit qu'à ce moment-là, il a refait une requête. Et ça, c'est un des points très importants dans l'utilisation de Django. C'est-à-dire que si je fais des requêtes et que j'obtiens des objets de movie, il va uniquement aller récupérer des films. Mais il va adopter une démarche qu'on appelle paresseuse. Cette démarche paresseuse, c'est qu'il ne va pas récupérer le langage qui est associé à ce movie. Donc, il ne va, au moment où je fais le movie, on va dire, j'ai fait une bêtise. Voilà. Au moment où je récupère mes films, ou mon film, en l'occurrence mon first movie, il ne va pas récupérer le langage qui est associé avec ce first movie là. Pourquoi? Parce que il a une démarche qui se dit, ok, je vais te renvoyer en film. Si jamais tu as juste besoin, par exemple, des titres de ce film, ce serait dommage en plus d'alourdir les requêtes SQL nécessaires pour aller encore chercher les langages.
Donc, il adopte une démarche paresseuse qui est j'irai chercher le langage ou la langa du film seulement si tu en as besoin. Donc, quand est-ce que j'en ai besoin? Au moment où je fais un first movie.language. Et à ce moment-là, on a une deuxième requête qui est lancée et on voit cette requête ici. On fait en select webinar.language et name from where, etc. Et il va, d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que... Ouais, non, c'est bon. Il va requêter simplement sur langage et il va aller chercher le language à partir de l'ID qu'il a stocké dans language. En fait, il y a un champ qui s'appelle, on peut y avoir accès ici, c'est first movie.language. Donc, vous voyez qu'ici j'ai mis language, mais derrière il a aussi créé un language ID. Et on voit que le langage qui est associé avec ce film, c'est l'ID 4. Donc, dans sa requête, il va chercher ici ceci. Donc, il fait 2 requêtes. Maintenant, du coup, si vous faites quelque chose du style movies égale movie.objects.all, on récupère ici tous les movies. Ensuite, un autre déclencheur de la requête, c'est que je vais faire une boucle for sur movie. For movie in movies. Au moment où je fais cette boucle for va s'exécuter, une boucle for sur un carry set déclenche la requête du carry set. Et ce qu'on peut également voir maintenant, c'est que mettons qu'on fait un print de movie.language.name par exemple. Ici, alors non seulement j'ai la requête qui est exécutée, vous voyez ces requêtes là. Alors, je vais parcourir movies. Donc, la requête sur ce premier carry set va être exécutée et c'est ce que vous voyez ici avec cette première requête SQL. On récupère ici toutes les données de movies from cette table-là, from webinar movie. Ok, donc on a récupéré toutes ces données, mais on n'a pas récupéré le langage. Là, vous voyez qu'il n'a pas récupéré le langage. Ensuite, comme on est dans une boucle, ici, j'affiche la langue. Donc, pour le coup, ici, il va en plus faire une deuxième... Alors, pour le premier movie, il va faire une requête supplémentaire qui va aller récupérer le langage du premier movie de la liste, du premier film de la liste. Donc, on a une deuxième requête qui est lancée au premier tour de boucle à la base de données. Puis, au deuxième tour de boucle, j'ai le deuxième film et j'ai une deuxième requête qui est lancée. Okay, pour le deuxième film qui a le langage avec l'ID 3, donc c'était l'allemand, je pense. Okay. Et puis, si j'avais 1000 films dans mon carry set, alors qu'est-ce qu'on aurait? Et vous voyez que là, ça devient éventuellement dramatique. Si vous faites un movie.objects.all, vous allez ici pas avoir d'action, mais vous aurez un carry set qui est prêt à requêter 1000 films. Ensuite, vous faites un for movie in movies. Et là, on affiche ça. Donc, au premier tour de boucle, on va faire une requête pour récupérer le langage du premier film. Puis, au deuxième tour de boucle, on va faire une requête à la base de données pour récupérer le langage du deuxième film, etc., etc. Donc, si on a 1000 films, on aura une première requête pour récupérer la liste des movies et ensuite une requête par film pour récupérer le langage qui nous donne 1001 requêtes qui seront lancées à la base de données. Donc là, on voit le potentiel problème de ce découplage des choses, du fait que les choses sont faites uniquement lorsqu'on en a besoin. Et ici, là où on a besoin de langage, c'est au moment où on fait movie.language.
c'est à ce moment-là que Django décide, OK, là, je vais aller récupérer language parce que on a besoin de language, du langage. À ce moment-là, même sur un modèle très simple comme ça, on voit qu'on a vraiment avantage à se dire, OK, manifestement, ce qui m'intéresse ici, c'est d'obtenir mes films et j'aurai besoin du langage qui leur est associé. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que directement, dans la requête, qu'il aille chercher directement ces films, ces langages de films. Et là, on a plusieurs stratégies possibles. Et dans ces stratégies, donc, on peut regarder les possibilités d'optimisation. Et c'est là que on va en découvrir. Alors, hop, related. Voilà, c'est pas. Alors, tac, tac, tac. Voilà. C'est là que vous avez des outils pour ce genre de choses. Donc, select related ou prefetch related qui pourront éventuellement être utilisés. Vous avez vu que il n'y a pas besoin d'avoir un modèle super complexe pour avoir d'éventuels soucis avec ce modèle. Alors, de nouveau, il se peut que ce soit pas un souci pour vous et finalement c'est lorsque votre site commence à ramer un peu en fonctionnement d'utilisateur qu'on peut commencer à se demander s'il n'y a pas finalement des possibilités directement de minimiser ce nombre de requêtes. Alors quelle est la différence ici entre select related et prefetch related? Alors ici select related, vous avez fait du SQL puisque vous êtes les deux sur le parcours V1 de Open Classrooms et donc vous avez fait du SQL et quand vous avez fait du SQL, vous vous souvenez peut-être de ce moment traumatisant où on utilise les jointures. Et les jointures nous permettent de récupérer les données dispatchées sur plusieurs tables en une requête. Alors, c'est ce que va faire Select Related ici. Select Related va faire, alors ici, on a un exemple de blog. On voit qu'on a une entrée de blog, c'est un article essentiellement. Et cet article, il est associé à un blog. Ici, ce qu'on voit, c'est que si je récupère un article de blog avec l'ID 5, j'ai récupéré mon entrée ici. Maintenant, lorsque j'accède à son attribut blog, donc on est via une foreign key ici qui pointe sur un blog, c'est là qu'on a nouveau, comme je viens de vous l'expliquer avec language et movie, on a de nouveau la base de données qui est frappée par une requête. Donc ici une première requête, ici une deuxième requête, exactement comme mon movie et mon language. Maintenant, si j'utilise select related ici, j'ai la possibilité donc du coup de directement d'aller sélectionner le blog ici et puis d'obtenir mon objet, par exemple avec l'ID 4. Et ensuite, on verra ici que lorsqu'on accède à blog, il n'y a pas de deuxième requête qui est lancée. Alors, si on regarde ceci sous l'angle de movies égale movie.object donc select related. Alors, on va lui dire d'aller chercher language. Ensuite, en all. Là, pour l'instant, j'ai rien. Maintenant, on va faire en for movie in movies et on va faire en print
de movie.language.name. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Italian, German, et du coup, on n'a plus qu'une seule requête qui est lancée. Donc, même si j'avais 1000 films qui chacun me fait requêter le langage, j'ai ici, avec Select Related, dit à Django, OK, moi, je vais de toute manière avoir besoin du langage. Donc, ne sois pas paresseux, attends pas que j'en ai besoin pour aller me le chercher. Va me le chercher directement. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il le fait avec en select. On voit Webinar Movie, on a l'ID, on a le title, on a le language ID qui est la foreign key en base de données qui va permettre d'aller rechercher le reste. Puis ensuite, on a les éléments de langage from Webinar Movie. Et ensuite, il y a en left author join qui est fait. Donc, il y a une jointure qui est faite avec langage. Qui est faite pour aller directement récupérer les données de langage. Ce qui fait qu'au moment où vous faites movie.print de movie.langage.name, il n'y a plus d'autres requêtes qui doivent être lancées puisque les données ont déjà été récupérées dans une première requête. Donc ça, c'est si vous avez une longue liste de films et que vous savez que de toute manière, vous allez accéder à langage au fur et à mesure que vous parcourez cette liste de movies, alors vous avez tout intérêt à les faire en select related, par exemple ici, pour chercher les choses. Sinon, vous allez terminer avec une requête pour la boucle for, et puis ensuite, une requête à chaque tour de boucle pour chaque accès à langage, ce qui créera pour une liste de 1000 films, 1001 requêtes, pour une liste de 5000 films, 5001 requêtes, etc., etc. Donc voilà un petit truc pour essayer d'optimiser les choses. Select Related ne fonctionne en Django que pour aller en direction du côté one d'une relation many to one. Ici, la foreign key me donne une relation plusieurs à un vers langage. Donc, en movie est associé à en langage et en langage pour être associé à plusieurs movies. Donc, si je suis en train de requêter movies et que je sais que je veux accéder à langage, je peux utiliser select related. Par contre, dans l'autre sens, si je requête en langage et que je veux accéder à tous les films de ce langage, par exemple, je cherche l'italien, par exemple, et je veux voir tous les films qui seraient en italien, là, je ne peux pas utiliser select related. Donc ici, on va dire que select related, vous pouvez l'utiliser que sur le modèle qui possède la foreign key, et ça fonctionne aussi avec un one-to-one field. Ok? Donc vraiment sur Movie possède la foreign key, donc je peux faire cette optimisation sur Movie, pas à l'inverse. Pour l'inverse, j'ai justement ce qu'on va passer, c'est prefetch. Où est-ce qu'il est mon navigateur? Là, voilà. Pour l'inverse, j'ai prefetch related. C'est un petit peu pareil, mais il y a une petite différence. Ici, vous avez un exemple qui est tout prêt. Un exemple qui est tout prêt avec un modèle pizza. Okay, donc une pizza peut contenir plein de choses dessus. Donc, peut contenir plusieurs garnitures, si vous voulez. Donc, topping, je traduis ça, mettons garniture. Donc, une pizza peut posséder plusieurs garnitures et une garniture donnée, par exemple, je sais pas moi, le jambon, peut se retrouver sur plusieurs pizzas différentes. Donc, ici, on a une relation plusieurs à plusieurs. Ce serait pareil avec de notre cas, language ici, qui va dans la direction opposée de la foreign key. Puisqu'on en est là, est-ce que vous savez, dans language, peut-être qu'on va faire ça différemment. Ici, j'ai Italian. Ok, donc Italian, je ne l'ai plus. Alors,
Italian égale language, point objects, point get, name égale Italian. D'ailleurs, j'aurais pu mettre en unique sur le nom si je veux. Ici, probablement, ce que j'ai pas fait. Donc là, il a été me rechercher mon italien. D'ailleurs, vous voyez que cette option, moi j'aime bien cette option, surtout avec les gens qui apprennent mais qui connaissent le SQL. Ça permet vraiment de voir ce qui est fait. Et donc, du coup, Italian. Maintenant, si je veux voir tous les films qui sont en italien, est-ce que vous savez comment est-ce que je dois m'y prendre depuis là, Italian, point. Peut-être que tu peux faire italien. Peut-être que je devrais ajouter un troisième film en italien encore. Je vais juste faire ça, movie. Je vous laisse réfléchir pendant ce temps-là. Create, name, movie 3. Language égale italienne. Ah bah c'est pas name, c'est title. Donc comment est-ce que possédant l'objet qui correspond à l'italien, je peux faire pour récupérer tous les films qui sont en italien? Moi, j'aurais fait un language, mais pour le coup, la classe. Point object, j'aurais fait un filter sur justement notre objet italien. Alors, bien sûr, je pourrais effectivement refaire une autre, donc ça fonctionnerait aussi, mais vous pouvez directement, puisqu'on est sur un modèle objet, de la même manière que avec un film comme, alors on va remettre en first movie égale movie object. On a ton curseur juste sur le terminal. Attends, d'ailleurs je vais faire ça comme ça. First, bien sûr que dans l'autre sens, faire first movie.language. Et puis first movie. Language. Et on accède au langage d'ailleurs, etc. Et puis dans l'autre sens, italien. Point. Alors ici, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas prévu de related name. Ici, dans la foreign key, j'ai pas de relation inverse. Alors par défaut, on nous en crée une. Oui, tu peux mettre un relative en langage. Alors tu peux effectivement donner dire d'utiliser en reverse name. Et puis, il en crée un par défaut. Alors, on va juste voir ça. Je ne sais pas pourquoi. Mon terminal a flanché. Donc, shell plus print SQL. Voilà, on va récupérer à nouvelle fois l'italien, italian, égale language, objects, get, name égale italian. Et ici, italian, point. Alors, du coup, c'est movie 7. Movie 7, comme ça. Et puis, du coup, all également. Et tu obtiens une liste de tous les movies en italien. Moi, ce que j'aime bien, plutôt que d'avoir movie 7, ensemble de films, ce que j'aime ici, c'est de rajouter ici systématiquement sur toutes mes foreign keys ainsi que toutes mes many-to-many films en related name ici, et tu peux donner le nom
du fil, du champ, qui te permettra d'avoir cette relation inverse à la place du movie set, par exemple. Si je peux dire simplement movies. Dans un côté, quand j'ai un film, je peux utiliser mon film.language pour accéder au langage. Et quand j'ai un langage, italian.movies pour accéder aux films qui sont associés. OK? Donc ici, si je mets un related name, il faut que, donc du coup, je quitte, que je fasse un Python manage.py make migrations, et puis un Python manage.py migrate, voilà, et puis un Python manage.py shell plus print SQL. Italien. Alors, language.object.get égale italien. Et puis du coup, Italian. Avant, j'avais fait movie set, comme ça, .all. Maintenant, je vais faire movies, puisque c'est movies que j'ai dans le related name ici. Movies. Movies.all. Comme ça. Et puis, je vais voir que les langages, les films qui sont en italien, c'est le movie 1 et le movie 3. OK? Donc, quand vous avez des related names, bien sûr, nous pourrions faire vraiment des requêtes complètes où on fait un movie.object.filter et .filter ici, language égale italian. Mais c'est probablement, si j'ai déjà l'objet italien, c'est probablement plus court de faire movies et puis simplement demander tous. Voilà. Donc, Django est fait qu'on puisse vraiment naviguer au sein du modèle objet, du modèle de données dans les deux sens. Même si on a oublié le related name, ça va être le nom du modèle, donc movie _ set. Okay. Et donc voilà. Donc du coup, comment optimiser? Donc si je récupère maintenant l'italien, je vais avoir finalement plusieurs movies. Alors ici, on voit que j'ai deux films avec l'italien. Donc de nouveau, je peux faire un for movie for movie. Alors là, je vais avoir que deux requêtes probablement. Donc ça va encore jouer. For movie, for Italian, for movie in Italian, .movies.all. Et puis un print donc du coup de movie.name. On voit que ici, j'aurai une première requête avant pour l'italien, puis ensuite une deuxième requête pour le. Ça va engendrer une deuxième requête. Mais design topping ici. Alors, on a perdu le micro pendant quelques secondes et je pense que tu as basculé sur un micro moins quali. Donc on t'entend moins. Voilà, tu m'entends? Voilà, oui, voilà parfait. C'est mon jack qui est sorti un petit peu. Donc ici, sur notre pizza, donc on a ici plusieurs pizzas qui sont enregistrées dans ce modèle. Un pizza object all va récupérer tout ça. Et ensuite, en fait, on a possibilité de faire la même requête, mais avec prefetch related toppings. Et ce qui va être fait, c'est la chose suivante, c'est que ici on aura quand même deux requêtes, ok, mais on aura directement ici ces deux requêtes qui seront faites. On aura d'abord cette première requête et ensuite tous les toppings de toutes les pizzas seront récupérés.
Et ça, c'est une optimisation importante. Parce que ici, pour l'instant, j'avais que l'italien, mais on pourrait faire quelque chose comme languages, language.objects.all. Et maintenant, lorsque je fais un for language in languages, ok, une première boucle. Et puis ensuite, je vais faire un print de language. Alors, ça va être movies.all. Alors, qu'est-ce que j'ai là? De nouveau, moi, je vois que j'ai ma première requête qui est celle-là. Donc, alors, d'abord, je prépare mon query set. La requête n'est pas lancée. Ensuite, je parcours dans une boucle for ce query set. Donc, c'est le parcours d'un boucle for qui déclenche la première requête ici. Que je le retrouve, voilà, qui déclenche la première requête. Ensuite, dans la boucle, au premier tour de boucle, je vais chercher tous les films du premier movie. Et j'aurai donc une requête qui est faite ici. On a ici tous les films. On voit qu'on a une requête en select qui va chercher tous les films associés au movie avec le langage ID numéro 1. Et puis ensuite, au deuxième tour de boucle, on a une deuxième requête qui va chercher tous les films associés au langage ID 2. Et puis ensuite, une troisième requête qui est envoyée, qui va chercher tous les films associés au langage ID 3. Et même chose pour 4. Donc on voit que ici, j'ai de nouveau une première requête déclenchée ici, et puis ensuite autant de requêtes que j'ai de langues. Donc ici j'ai 4 langues, français, anglais, allemand et italien. Et donc du coup, j'ai 5 requêtes en tout qui sont faites. Alors, prefetch related me permet d'optimiser un petit peu tout ça. Donc, on va essayer de refaire cette boucle, mais on va partir de ceci et on va faire en prefetch related. Voilà. Hop, voilà, comme ça. Point prefetch related. Et puis, on va dire que nous, on s'intéresse à movies. Donc là, la requête n'est pas lancée. Maintenant, je vais parcourir for language ou for lang in languages. Ça, c'est le moment où la requête va être déclenchée. On a de nouveau perdu ton micro, Thierry. Alors là, c'est 1, 2. Ouais, c'est bon. Et donc, on va de nouveau faire un print de langue, cette fois, point movies, ou point all. Et on voit maintenant que le nombre de requêtes est drastiquement diminué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a une première requête. Alors, cette fois, il n'y a pas eu de jointure qui est faite. Avec prefetch related, vous n'avez pas de jointure. Mais avec prefetch related, vous avez une première requête. On voit c'est en select, select ID name from language. Donc, on récupère grosso modo toutes les langues. Et automatiquement, directement là, on a automatiquement une deuxième requête qui est faite et qui va aller rechercher tous les films dont
le langage ID est dans 1, 2, 3 et 4. Donc, il récupère déjà tous les films associés à toutes les langues qu'on a sélectionnées. Donc, il fait que 2 requêtes. Et ce qui se passe, c'est que même si j'ai 1000 films ici, il fera que 2 requêtes. Donc ici, c'est 2 requêtes contre 5 requêtes tout à l'heure. Mais si j'avais, par exemple, alors pas 1000 films, pardon, si j'avais une cinquantaine de langages, par exemple, alors ce serait toujours 2 requêtes avec prefetch, tandis que dans ma boucle, ce serait 51 requêtes pour 50 langages, plus une première requête pour récupérer tous les langages. Donc ici, une requête de movies par langue, et puis une requête pour récupérer les movies. Ici, on voit que certaines langues n'ont pas de film, 2 n'ont pas de film, et puis une langue à 2 films, c'est un film 2, c'est l'allemand, et puis ici, une langue à 2 films, c'est l'italien. Ok, et on a pu, avec ce prefetch related, ici, minimiser le nombre de requêtes sans forcément perdre les qualités orientées objet de l'interface de l'ORM de Django. J'ai l'impression d'avoir un autre avantage à ça. C'est peut-être un point de détail, mais dans les requêtes SQL qui étaient au-dessus, il y avait des limites à 21. Donc du coup, on gagne en précision par cette méthode-là. Ou j'ai mal compris la requête SQL Alors, tout à l'heure, il y a effectivement des limites à 21 qui sont... alors ça, j'imagine que je ne me suis pas posé la question, parce que là, on requête en fait. Donc, ouais, voilà. Alors, peut-être est-ce qu'il y a une optimisation à ce niveau-là? Est-ce qu'il va le récupérer par batch? Et là, il faudrait effectivement creuser dans ces requêtes. Comment est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il va aller par incrément, par chunk, par morceau? C'est-à-dire que est-ce que si j'ai 1000 films qui sont associés au langage ID est-ce qu'il le récupère en plusieurs fois ou pas? On pourrait augmenter cette limite de 21. Je n'ai pas essayé de ma préparation webinaire pour aujourd'hui. Je me suis focalisé sur le nombre de requêtes, mais alors là, est-ce que c'est quelque chose qui perdure ou en fonction ou est-ce qu'effectivement il va récupérer les 21 premiers films, et si on accède au 22e d'une manière ou d'une autre après, il va aller récupérer les 21 suivants ou les 20 suivants, etc. Et puis les 20 suivants, donc ce qui va aller chercher ça. Et, il faut soit expérimenter, soit que j'expérimente pour vraiment répondre à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous avez vu qu'on a pu utiliser donc ici ce select related pour la relation qui lie movie à language, puis on a utilisé prefetch related pour l'autre côté. Donc en fait, select related lorsqu'on a la relation qui va du plusieurs vers le 1 ou alors du 1 vers le 1, c'est-à-dire du côté qui contient la foreign key ou le one-to-one field. Et dans le cas de la relation inverse d'une foreign key, ou dans le cas d'une many-to-many field, comme on a ici dans l'exemple avec les toppings et la pizza, okay, dans ce cas-là, c'est prefetch related qu'il faut utiliser. Comme mot de la fin, vous voyez que finalement, le modèle de Django, qui parfois semble relativement simple et permet relativement simplement de lier différents modèles entre eux, est en fait relativement subtil dans les moments à la fois où les requêtes sont déclenchées et où le nombre de requêtes est déclenché. Et pour ça, une lecture qui est très très utile, c'est cette lecture sur l'optimisation de l'accès à la base de données.
Il ne s'agit pas ici de lecture hardcore. Il ne s'agit pas d'optimisation comme on pourrait l'entendre lorsqu'on commence à aller gratter avec du langage C et puis essayer de vraiment faire de la performance à outrance. Ici, il s'agit vraiment dans cette page-là de comprendre ce qui se passe, à quel moment les choses ont lieu et puis de voir quels sont les différents axes d'optimisation. Alors quand on pense axe d'optimisation en termes de base de données, on pense souvent index. Ça, c'est des choses, des index qui vont vous permettre d'aller accélérer les recherches en base de données même, et ça, c'est tout un sujet en soi. Mais il y a plein de choses que vous pouvez comprendre lorsque vous allez comprendre comment fonctionnent les query sets. Et ici, compréhension des objets query set, pour moi, c'est un premier pas vers une meilleure utilisation de l'ORM de Django. Et donc, il y a essentiellement les choses qui sont que les query sets sont différés, c'est-à-dire que je crée un query set, effectivement, la requête n'est pas effectuée. Il y a un certain nombre de conditions qui font que ces requêtes sont effectuées. Donc, il faut comprendre quand on a cette évaluation. Et ici, si on veut comprendre quand ils sont évalués, il suffit d'aller dans la référence Django sur les query sets. Et la première chose que vous avez, c'est quand les objets query sets sont-ils évalués. Et là, on a toute une liste des moments. On voit que quand on a le query set dans une boucle for, il est évalué. Lorsqu'on a le query set avec repr, c'est pour ça que quand je le fais directement dans l'interpréteur de Python, j'ai le résultat et la requête qui est immédiatement lancée. C'est quand on accède au repr de query set. À ce moment-là, la requête est lancée. Ou alors si le query set est passé à la fonction len pour voir combien j'ai d'éléments, également la requête est lancée, etc., etc. Si je transforme le query set en liste, la requête est lancée. Si je regarde si le query set est vrai ou faux, c'est-à-dire si je le mets dans un if, une condition, également, la requête est lancée. Donc, je vous invite à faire des requêtes, même simples, simplement avec des objects.all sur les différents modèles que vous manipulez, éventuellement en utilisant Django Extensions, et puis du coup shell plus avec l'option print-SQL, et là vous vous rendez compte vraiment à quel moment il n'y a pas de SQL qui est généré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de requête en base de données, et à quel moment vous avez du SQL qui s'affiche et donc que la requête est lancée. Et dans ces différentes conditions, essayez de ces différentes situations pour vous rendre compte, là, la requête est envoyée. Et puis le caching, donc quand est-ce que les données sont conservées en mémoire, et pour jouer un petit peu avec ça, donc faire finalement du système de cache en ami. C'est-à-dire finalement, il serait bête de d'aller rechercher plusieurs fois l'ensemble de vos films, de vos langages, etc. en base de données, voire parfois on peut arranger, je dirais, son travail avec les query sets de telle manière à ce que on a les données qui vont être récupérées depuis la base et puis mises dans le cache, et puis ensuite on joue avec le cache, ce qui déjà permet pas mal d'optimiser les choses tout en restant très lisible. Donc comprendre la mise en cache, ça c'est également un des sujets de cet article. Et ensuite, plein de petites choses, notamment select related, prefetch related, lorsque c'est nécessaire. Alors, quand est-ce que c'est nécessaire? On a discuté ensemble que si je sais d'avance que ici dans ma boucle, je vais accéder à lang.movies, alors je vais faire un prefetch related. Si le contraire, j'ai des movies et je sais d'avance que je vais systématiquement accéder à un langage, je vais vraiment faire un select related. Si par contre, je sais que je vais avoir une liste de movies, en général, je vais afficher que le titre, ou éventuellement, parfois, dans certaines conditions, je vais m'intéresser au langage, mais vraiment, de manière générale, ce ne sera pas le cas. À ce moment-là, je vais en tout cas pas faire un prefetch related parce que je vais pas récupérer toutes les données pour tous les films, surtout si j'en ai beaucoup. Ça fera un volume de données relativement important. Je vais plutôt récupérer par défaut juste mes titres. Et puis, si c'est nécessaire, aller pour
une instance ou quelques instances aller récupérer le langage. Donc vraiment, il n'y a pas de réponse absolue sur ce que vous devez faire, c'est quelque chose qui va se discuter. Également, les conseils qui vous sont donnés ici, c'est que si vous avez un modèle, alors ici j'ai des modèles qui sont dans mon exemple très petits, juste title, language, mais vous pouvez avoir des modèles qui contiennent beaucoup plus de données. Et puis, les données, éventuellement, peuvent ne pas être importantes. Par exemple, imaginez que vous avez un article de blog avec en titre, en résumé, puis le texte complet. Si vous désirez pas afficher le texte complet puis que vos articles sont généralement très longs, par exemple, pourquoi pas ne récupérer que le titre et le résumé, par exemple, et donc pas le modèle complet. Et c'est dans ce contexte que vous avez values et value list qui peuvent être utilisés, mais aussi differ et only. Par exemple, differ, c'est quelque chose qui vous permettra, si, de nouveau, je reprends mon exemple, j'ai un article de blog avec un titre, en résumé et l'article long, par exemple, et que je veux dire, moi, je veux récupérer l'article long, le texte long, que si nécessaire. Alors, on peut se dire, OK, sur un attribut, par exemple, avec differ, on va lui dire, OK, un petit peu ce qu'on a eu avec l'accès à langage, mais au sein d'un même modèle, je peux dire, par exemple, ce texte long, tu le récupères que si vraiment j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, tu le laisses à la maison, tu le laisses dans la base de données. Donc ici, je dirais que en 2-3 conseils, vous avez à la fois tout ce qu'il faut pour mieux comprendre l'utilisation de l'ORM de Django et pour optimiser, mais toujours on parle d'optimisation lisible ou d'optimisation vraiment de la vie de tous les jours, pas d'optimisation hardcore. Dans le mois d'août, ce que je vais faire également, c'est un autre webinaire qui va se centrer sur une autre thématique liée à l'ORM, c'est l'usage, ce qu'on appelle des objets Q, des objets F, en fait des choses un petit peu plus ésotériques par rapport au modèle, également l'usage d'annotate et des agrégations. Aujourd'hui, j'ai voulu centrer le webinaire sur quand étaient lancées les requêtes, comment essayer de maîtriser le nombre de requêtes, quand est-ce qu'il y avait une matière à optimiser, quand est-ce qu'il n'y avait pas matière à optimiser, et vous mettre sur certaines pistes. J'espère que ça a permis de comprendre certains mécanismes. Maintenant, je suis encore là si vous avez des questions spécifiques par rapport au modèle auxquelles je pourrais éventuellement répondre maintenant. Donc, n'hésitez pas, mais c'en est fini pour la thématique que je voulais aborder immédiatement aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Thierry pour le webinaire parce que c'est exactement, je pense, ce dont j'avais besoin pour mon projet. Et je vais encore, ça va occasionner une nouvelle session de refactoring qui en a bien besoin. Pour ma part, je n'ai pas de questions, mais je pense que la mienne en a. Donc, merci beaucoup. C'était top et il y a plein de bonnes choses à apprendre pour le projet notamment. Je t'en prie, content que ce soit utile directement pour le projet et peut-être donne-moi un retour. N'hésite pas à poser des questions, surtout si quand tu refactores, il y a des choses qui semblaient claires aujourd'hui puis qui te semblent beaucoup moins claires, ou si tu te poses des questions sur la pertinence de l'application de certains éléments à ton cas particulier. D'accord, ok, avec plaisir. Et puis du coup, hâte de suivre le prochain webinaire. Merci. Alors, à tout bientôt. Salut. Pour ma part, c'est pareil. Hein, vraiment, merci beaucoup Thierry. C'est arrivé à pic, ce webinaire. Et effectivement, ça éclaircit pas mal de choses. Et effectivement, je vais réutiliser le Shell Plus parce que je l'avais mis de côté depuis le P8 et je vais le ressortir très certainement. J'ai en effet quelques questions. Je voulais d'abord te demander si, après avoir joué justement dans le Shell, s'il était pertinent ou non, parce que moi, en fait, ce que j'avais commencé à faire, c'était de créer des instances via l'admin de Django. Et je me demande si j'ai bien fait de tester de cette manière-là ou si je devrais rester d'abord directement dans le shell et ensuite dans mon code. Alors, c'est clair que c'est plus confortable dans l'admin et je dirais sur une base régulière, je te recommande d'utiliser l'admin de Django pour ce genre de choses. Ou alors, si c'est vraiment des données que tu veux inclure de manière vraiment en batch et que tu as un fichier, par exemple CSV ou JSON avec des données, de créer une commande qui va lire ce fichier puis insérer les choses automatiquement.
en tout cas créer les instances comme je le fais ici dans le shell, c'est vraiment pour jouer avec, pour essayer de comprendre. Et c'est pour ça que j'utilise Shell Plus avec cette option print SQL pour essayer de comprendre les choses. Quand on fait les choses et de jouer un petit peu avec l'API de l'ORM de Django. Donc, c'est vraiment quelque chose, ce shell plutôt pour se faire la main. C'est pas un outil tellement pratique pour faire de l'administration. Bien que techniquement, je peux très bien me mettre dans le shell et puis ouvrir en fichier et puis à la main donc parcourir ligne par ligne ce fichier puis insérer ces données dans. Donc techniquement c'est possible, mais je dois écrire le code directement. Je préférais dans ce cas-là écrire le code dans un vrai fichier Python, dans une commande Django et puis de pouvoir faire un Python manage.py ma commande et puis ça va lire le fichier que je lui demande et puis faire ça automatiquement. J'aurais pu écrire le code comme ça dans un fichier .py avec la coloration syntaxique, tous les outils qui me servent généralement à faire du linting et autres et donc c'est plus confortable que d'écrire ça dans le shell. En plus là aujourd'hui je suis sur Windows avec PowerShell dans Python parce que j'ai découvert c'est la touche du haut pour rappeler la dernière commande, ça fonctionne pas dans PowerShell. Donc c'est en fait c'est pas très pratique d'écrire dans un interpréteur Python. C'est surtout quelque chose qui est là pour expérimenter, pour jouer, pour se faire la main, pour se rendre compte, voire même pour faire des coups de help, pour essayer d'avoir des documentations et voir ce que donc une sorte de bac à sable. Et puis donc si tu as vraiment de l'administration. Pour vérifier ces modèles, excuse-moi de t'avoir coupé, du coup, il vaut mieux le faire où? Alors, au niveau du shell ou... Alors, si tu veux vérifier tes modèles, si tu veux insérer des données, à la main, fais-le par exemple depuis l'admin, puis après tu vas dans le shell, et puis tu peux faire des recherches. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais pu inscrire mes modèles, les enregistrer dans l'admin, là dans admin.py, aller dans l'admin et créer 4 langages et puis quelques films à la main dans l'admin. Ça aurait à la limite été plus confortable, bien qu'on n'aurait pas vu quand avaient lieu les inserts, par exemple. Et puis après, je peux venir dans Shell Plus et puis éventuellement faire des requêtes, par exemple. En fait, au final, c'est comme tu te sens plus confortable. Je dirais tout ça, ça a pour but d'expérimenter pour prendre en main un Django en modèle, éventuellement vérifier s'il y a une erreur quelque part qui nous embête. Je prends le modèle à part et puis j'essaye de voir de quoi il retourne. Mais en confort d'administration, c'est pas vraiment l'outil. Si j'ai, imaginons 500 films à rentrer, j'aurais avantage à avoir ces 500 films dans un fichier CSV, JSON ou YAML, et puis de créer une commande pour le lire et puis pour insérer ça en base. Si j'ai moins de films, quelques utilisateurs à rentrer, moi je vais aller sur l'admin de Django et puis je vais les entrer à la main. Donc il n'y a pas de juste ou faux. Finalement, c'est ce qui va être pratique pour l'administrateur, ce qui va minimiser ses erreurs. Ça, c'est pour vraiment l'administration au jour le jour. Après, pour apprendre Django, le shell est vraiment très utile et c'est tout à fait différent. Le discours est complètement différent. Si pour l'instant, tu es vraiment dans l'expérimentation, aller dans le shell Django te permet vraiment en direct d'essayer des choses, voir ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment top. D'accord. Parce qu'en fait, je me demandais si j'y suis allée un peu trop tôt dans l'admin, parce qu'au départ, je jouais un peu avec le shell et ensuite, je voulais tester un peu avec des vraies données, enfin, des choses que j'insérais dans la base de données. Et en fait, je me suis retrouvée face à une situation qui est un peu particulière. Je me suis demandé s'il y avait un rapport avec le cache dont tu parlais tout à l'heure. En fait, je me suis retrouvée avec un ID dans ma base de données pour une de mes instances qui était différent de celui que je trouvais quand je jouais avec le shell pour le même élément. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. Alors, c'est étonnant, à moins qu'il existe 2 fois dans ta base. On peut imaginer que, par exemple, ici, j'ai mis mes langages, mais j'ai des noms qui sont pas uniques. J'ai pas mis de unique égale true sur le name de language, ce qui fait que j'aurais pu techniquement avoir 2 fois l'italien, une fois avec l'ID 4 et une autre fois avec un autre ID, sans m'en rendre compte, par exemple.
ou sans nécessairement m'en rendre compte avant de faire en get. Et puis là, si je fais en get sur le name égale Italian, il y en a deux, ben, du coup, j'aurai une exception qui va être levée. Donc, selon ce que tu as fait, éventuellement, c'est une possibilité, c'est-à-dire est-ce que ton objet existe deux fois dans ta base, ou est-ce que quand tu lances le shell ou quand tu es dans l'admin, tu as le même settings. Par exemple, parce que typiquement, je pourrais imaginer lancer run server avec le settings par défaut, par exemple, et lancer le shell avec un autre fichier de settings. Et puis, si je lance le shell avec un autre fichier de settings, par exemple, je peux imaginer lancer le shell juste avec DB SQLite, par exemple, avec une configuration autre pour la base de données, juste pour expérimenter, et puis pour run server, d'avoir une base de données PostgreSQL derrière. Comme ça, quand je joue avec le shell, je pollue pas mes données au sein de mon Postgre, etc. Ou éventuellement, je peux créer une base d'expérimentation. Donc, si les deux ne fonctionnent pas avec le même setting, je pourrais bien sûr avoir des données différentes avec dans le shell, mais normalement, si c'est le même settings qui est lancé dans le settings, j'ai effectivement les configurations de la base de données. Et si c'est la même base de données qui est utilisée, normalement, il n'y a aucune raison que l'ID soit différent pour une même donnée. Dans le shell ou dans l'admin ou ailleurs, à moins qu'on ait deux fois un objet qui a le même nom, qui se ressemble et puis qui du coup a deux ID différents. L'ID est unique, mais sinon les autres ne sont pas uniques, donc à Ce serait voir. peut-être dans les settings de la base de données. Est-ce que ça peut être aussi le cas si je crée via l'admin une instance, par exemple d'utilisateur, enfin non, une instance d'un objet, et en fait je le supprime ensuite dans... Par exemple, ici, si en parallèle, je vais faire un Python manage.py run server. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, non, je n'ai pas lancé le Python. Shell, et puis je vais profiter juste de créer manage.py create super user. Mais par exemple, donc maintenant, on peut faire un Python manage.py run server. Ici, je reviens sur mon shell ici, et puis on peut aller sur notre site d'admin. Donc, réellement, alors admin.site.register. Else, qu'est-ce qu'on avait? Language. Oui, donc, tac. Alors, est-ce que ça suffit? Ou est-ce que je redémarre? Voilà. Alors, les languages, j'ai ça. Alors, mettons que je supprime French. Alors, on va... Ok, maintenant je vais ici et je fais un language.object .all.
Alors, il faut voir comment ça se passe avec la mise en cache. Si je fais ça comme ça, non, ça fonctionne bien. il a fonctionné, il a bien fonctionné. Maintenant, si je fais, par exemple, length égale language, .objects, .all. OK, donc là, on a tout ça. Je l'exécute une fois pour qu'il soit dans le cache. Maintenant, on va éventuellement en ajouter un, cette fois add language, et puis on va remettre le français. OK, donc maintenant, on a le français en plus des autres. Et maintenant, je réexécute ici langs. Non, il va chercher, il détecte, il a détecté que c'était bon et il était le rechercher. Oui, donc je pense que ça doit avoir un lien avec ma base de données, comme tu disais, à mon avis, puisque j'ai séparé les settings pour l'intégration continue, donc je vais peut-être voir de ce côté-là. Alors effectivement, être sûr que s'il y a des choses qui sont lancées avec un fichier de settings qui donc aurait une config base de données qui est différente de ton fichier de settings utilisé lorsque tu lances le run server, ce seraient des bases de données différentes et donc avec des données différentes. Mais s'ils sont les deux sur le même fichier de settings, ou si tu n'as pas redéfini Django settings module en variable d'environnement, dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Tant qu'ils travaillent les deux avec les mêmes données en base, il ne devrait pas y avoir de différence entre ce que tu obtiens là et de ce que tu as dans l'admin. Et d'ailleurs, vice-versa, probablement, si je refais un language ici, .objects, .create, puis on va mettre en name Spanish. OK, et puis que là, on vient rafraîchir le tout. On voit qu'il apparaît. Oui, il est bien. Donc, c'est vraiment, c'est la base de données qui fait vraiment le joint là-dedans. Ici, on crée quelque chose en base de données. Et puis ici, c'est finalement une application de Django qui est comme une autre, celle-là, qui va faire simplement des requêtes en base de données. Elle va faire en language.object.all et puis elle va trouver, enfin, en tout cas que je fais, que je rafraîchis, elle va faire cette requête, enfin, la vue qui est derrière va faire cette requête et que j'ai créé le Spanish depuis là ou depuis là, c'est pareil, normalement. Si on travaille sur la même base de données, bien sûr. D'accord, ok. Mais je pourrais très bien ici me dire, ok, ben, j'arrête à ce niveau-là. Donc, hop, je vais créer un deuxième fichier de settings. Alors, pour l'instant, je vais le faire de manière très simple. Et puis, je vais l'appeler shell. Shell.py. Et puis, ma base de données ici, je vais l'appeler comme ceci. Alors, tac, 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 tac. Alors, on va faire ça. Je vais écrire en point env ici. Point env. On va mettre là-dedans Django. Hop. Django settings. D'ailleurs, je crois que si, on peut peut-être pas le faire avec. Si dans ce shell-là, je me fais en cette Django settings module et que je dis qu'on va dans config.shell. Du coup, je me fais en Python. Alors, je vais d'abord en Python manage.py migrate. Python
manage.py shell plus. OK, language.objects.all. Et j'ai fait une bêtise quelque part. Pourquoi est-ce qu'il m'a... Oh, voilà, je sais pas. Il n'a pas enregistré. Settings module, je vais voir ça. Au pire, je te ferai une petite démo à part. D'accord. On a plusieurs moyens, effectivement, de forcer le truc. Python manage.py migrate. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Settings. Est-ce que c'est parce que c'était pas enregistré, c'est ça, le fichier shell, je crois? Ouais, c'est possible qu'il ne soit pas enregistré, mais config.shell. Yes, c'est bon. Voilà, maintenant, il m'a créé ma deuxième base de données que j'ai configurée ici. Alors, si ici, je fais un Python manage.py shell plus avec les settings qui est mon config.shell. Alors, ce serait pareil avec Django Settings Module, donc la variable d'environnement. Maintenant, ici, j'ai language.objects.all. Comme ma base de données est vide, celle-là, évidemment, on peut imaginer que c'est une base de données de test. Par contre, maintenant, avec Run Server, je tourne toujours ici, et pourtant, donc l'admin, il a toujours les choses. Alors, du coup, si ici où je travaille sur une autre base de données, je crée du coup un French qui sera qui aura l'ID 1. Ici, le French sur la deuxième base de données, il a un autre ID qui n'est pas affiché directement ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sûr que je peux très bien travailler en parallèle avec deux bases de données sans m'en rendre compte. Et je pourrais donc, c'est --settings ou Django, cette variable d'environnement Django settings module te permet d'avoir des choses en parallèle qui sont faites, surtout quand tu commences à avoir plusieurs fichiers de settings, ça peut oui, c'est sûrement ça, je pense. Une confusion. Alors, c'est peut-être lié à ça, peut-être pas aussi simple que comme je l'ai montré ici, mais peut-être indirectement lié, donc à voir. D'accord, ok, merci beaucoup. Voilà. Merci encore Thierry. Et est-ce que je peux me risquer à une dernière question, Thierry? Oui. Donc, le webinaire était vraiment axé sur la question de l'optimisation et se rendre compte surtout de quand on manipule les objets, combien il y a de requêtes SQL qui sont véritablement faites auprès de la base de données. Et du coup, pour ce faire, tu as utilisé un outil donc, en ligne de commande qui est plutôt un outil entre guillemets pour jouer et apprendre. Quand, par exemple, on run ces tests, ou peut-être dans un autre cadre, il y a moyen de se rendre compte de l'ensemble des requêtes, pas des requêtes, oui, c'est des requêtes ou des Alors, déjà, quand tu es en développement, il y a un paquet qui s'appelle Django Debug Toolbar. Ok. Donc, est-ce qu'on voit ce que fait Django Debug Toolbar Est-ce qu'il te montre ça? Bon, tu as toute l'installation, etc. Mais Django Debug Toolbar. juste avoir Une commande ou un argument dans une commande auquel je n'aurais pas pensé, qui permet d'afficher des choses. Ou... Oui, effectivement, un package. Django. Donc, ce package Django Debug Toolbar va t'afficher permanent sur ton site une sorte d'onglet qui va se rétracter. Et puis, il y aura, à chaque fois que tu affiches une page, il y aura le temps qui a été mis pour Django pour générer ta page, le nombre de requêtes totales qui ont été effectuées, enfin plein d'informations comme ça qui te permettent de garder un œil sur qu'est-ce qui est fait sur chaque page de ton site. Ah, mais oui, exact. Okay. Et comme ça te permet de voir, ok, ben cette page, il me semble bien que ça mouline pour qu'elle s'affiche pas rapidement. Ah bah oui, elle fait 2000 requêtes à la base de données, ça peut bien, quoi, etc. Et puis après, ça te donne des indicateurs. Et puis là, tu te dis, ah bah, comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je fais dans cette vue qui génère autant de requêtes? Est-ce que j'ai pas possibilité d'organiser ça de telle manière déjà
peut-être utiliser le cache ou faire un prefetch ou quelque chose comme ça, qui fait que je vais avoir au final le même résultat, parfois même simplement en organisant les requêtes différemment. Par exemple, j'ai des étudiants qui, systématiquement, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont faire un nouveau language.objects.all, par exemple. Ouais. Mais parfois, le simple fait de garder ça et puis de refaire un language et puis un language, alors là je suis sur la deuxième base de données maintenant, etc. En fait, avec le système de cache, ça va faire qu'une fois la requête et puis récupérer à chaque fois. Yes. Donc parfois, c'est simplement des petites choses, mais tout ça, par exemple, si tu as une vue où les requêtes sont faites 4 fois, alors toi tu pensais qu'une fois, tu le verras sur Django Double Toolbar qui a l'avantage d'être relativement visuel. Enfin, visuel, c'est de l'information qui est écrite, mais c'est accessible sur chaque page, comme ça. Par défaut, tu utilises ça en développement et puis c'est top. Moi, je l'utilise toujours au boulot, pratiquement en permanence. Dans mon cookie cutter de génération de projets, j'ai effectivement une configuration où en mode développement, systématiquement, j'ai ce que j'ai utilisé aujourd'hui, donc Django Extensions pour pouvoir expérimenter un petit peu, et puis Django Debug Toolbar pour avoir sur les pages de mon site la possibilité de visualiser ce qui se passe. La plupart du temps, ça se passe bien et tu n'as pas forcément besoin d'investiguer ce genre de choses, mais quand tu as quelque chose qui t'étonne, justement, bah, ça te donne peut-être les armes pour dire, OK, ben là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, on dit toujours que l'optimisation prématurée, c'est pas une bonne chose, mais justement, si tu as un instrument de mesure, ça te dit, OK, ben là, il y a quelque chose à faire, il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire? Mais éventuellement, relire une fois la page de la doc qu'on a vue, voir quelles sont les options qui peuvent aider à ce niveau-là, de nouveau, tout en restant le plus lisible possible, mais déjà en commençant avec une meilleure utilisation de l'ORM, on peut déjà aller un bon bout avec ça. Clairement. Ok, et ben écoute, merci beaucoup. Voilà, alors très belles vacances à vous deux, et puis peut-être au mois d'août. Ouais, toi aussi Thierry. Au revoir. À bientôt Thierry. Au revoir. Bientôt. Au revoir.